se mettent rapidement à les voir comme des dieux. Cette civilisation sith prend ses racines sur Korriban autour de l'an 100 000 avant la bataille de Yavin. Durant une bonne partie de leur existence, ceux-ci évoluent dans la barbarie, chaque clan essayant de prendre l'ascendant sur ses voisins, si ce n'est lors de la tentative d'invasion des Rakata ayant eu lieu autour de l'an moins 27 000, où un seigneur nommé Hadas s'élève contre l'envahisseur et grâce à sa puissance, parvient à rassembler l'ensemble des bannières sith derrière la sienne, ce qui leur permet de repousser les Rakata, une première dans leur histoire. Hadas, de son côté, a pu fonder le premier empire sith sur lequel il a pu régner durant près de 3 siècles. Suite à leur victoire, les Sith mettent la main sur les débris de nombreux vaisseaux ennemis qu'ils parviennent à étudier et à reproduire pour les utiliser selon leur propre convenance, leur permettant ainsi de s'étendre sur les mondes voisins, à commencer par Ziost. Cependant, le trépas de leur souverain plonge de nouveau leur civilisation dans la guerre civile, ce qui met fin à leurs rêves de conquêtes extérieures. C'est enfin en l'an moins 6900 que les Jedi Noirs exilés font leur apparition dans l'espace surplombant Korriban. Certains Sith commencent alors à vouer une véritable adoration pour leurs étranges visiteurs, tandis que d'autres se montrent plutôt réfractaires. Ce qui n'est pas étonnant quand on sait que ces Jedi Noirs n'avaient qu'un seul but en tête, à savoir d'être considérés comme les nouveaux maîtres des lieux. Un élément tout à fait problématique pour le monarque local, un certain Akagram Grosh, mais suite à la trahison de son second, celui-ci est rapidement dépossédé de son trône par un dénommé Ajuntapal, le seigneur des exilés, qui se fait à son tour couronner comme souverain de ce nouvel empire. Une longue période de prospérité suit cette période au cours de laquelle les exilés et les Sith commencent à se mêler, que ce soit dans le sang ou dans la chair. Si bien que le terme de Sith peut aussi bien désigner les premiers indigènes que les descendants des nouveaux arrivants. Cette confiance engorgée suffit à pousser certains Sith à tenter de prendre leur revanche sur l'ordre Jedi qui les avait exilés. Mais tout cela contre l'avis d'Ajuntapal. Cet assaut est donc malgré tout lancé par les rebelles, mais ils sont loin d'être en mesure de véritablement faire face à l'ordre rival, qui par là même apprend avec horreur de la survie de ceux qu'ils avaient exilés. Pour autant, les Jedi ne parviennent jamais à découvrir le lieu dans lequel ils peuvent se terrer. Dans les années qui suivent le trépas d'Ajuntapal, l'Empire Sith reconstitué et dont les instances gouvernementales sont plus claires peut de nouveau s'étendre et croire en ses rêves d'expansion de son territoire. À son âge d'or, ce sont pas moins de 120 mondes qui se trouvent sous le joug de l'Empire Sith. Malheureusement, l'espace Sith était également limité à cause de la nébuleuse qui les entourait. Un véritable rempart qui les protégeait des incursions ennemies, mais qui les condamnait également à devoir se contenter des mondes se trouvant en son sein. Mais comme tout âge d'or, celui-ci finit par prendre fin à la mort du seigneur Marka Ragnos, qui avait passé l'ensemble de son règne, qui s'était étalé sur près de 3 siècles, à consolider les acquis de l'Empire et en interdisant à quiconque de lancer des assauts au-delà de leurs frontières, persuadés que les Sith n'était pas encore en mesure de faire face aux Jedi. Près d'un siècle après sa mort, le trône Sith voit 2 prétendants se présenter devant lui, le conservateur Ludo Kresh et l'expansionniste Naga Sado. Mais leur discorde est perturbée par l'arrivée dans leur espace d'une navette d'explorateurs, Gav et Jory d'Aragon. Une aubaine pour Sado qui comptait bien utiliser les connaissances des 2 visiteurs pour étendre l'Empire. Une fois son pouvoir consolidé et son rival écarté, Sado peut rassembler les troupes et préparer son assaut de la République Galactique, qui débute par l'attaque directe et frontale de la capitale de celle-ci. Pris de court, les Républicains et les Jedi ne parviennent pas à repousser les assauts des Sith, et l'imprévisibilité de Sado lui permet également de remporter d'importantes victoires, avant d'être brutalement trahi par Gav d'Aragon, pourtant son élève, qui se retourne contre lui, permettant ainsi à leurs ennemis de mettre en déroute la flotte impériale. Sado, de son côté, parvient à s'enfuir en partant en exil sur un monde nommé Yavin 4, où ses guerriers érigent de nombreux temples à sa gloire. Malheureusement, le sort qui attend le reste des Sith se trouvant sur leur monde d'origine est loin d'être aussi prestigieux, puisque l'impératrice Theta des forces républicaines ordonne un assaut massif et global sur l'espace Sith afin de réduire à néant la menace qu'il pourrait encore représenter. Ce n'est donc ni plus ni moins qu'un génocide qui est mis en place par les républicains qui détruisent méthodiquement l'ensemble des derniers bastions des Sith.
La Grande Guerre des Sith. Pendant des siècles, la paix règne sur l'ensemble de la galaxie. Les Sith sont considérés comme de l'histoire ancienne. Dès lors, la résurgence d'un empire Sith et de facto du côté obscur ne peut venir que d'un membre de l'ordre Jedi en perdition. Et c'est justement le cas du jeune et arrogant Exar Kun, l'un des élèves les plus brillants de son époque, qui estime être en mesure de découvrir et de maîtriser les pouvoirs du côté obscur. Ses recherches le mènent ainsi à découvrir le tombeau du Seigneur Noir Freedon Nad, où il accepte les enseignements que le Sith a à lui apporter avant de se retourner contre lui et de faire la découverte de Yavin 4, où il peut asservir les descendants des guerriers Massassi que Naga Sadow avait menés avec lui. Désormais paré d'une armée considérable d'adorateurs prêts à accomplir le moindre de ses ordres, Exar Kun peut poser les premières fondations du nouvel empire Sith. Pour cela, il décide aussi de s'associer au Kras, un culte inspiré des Sith dont le leader actuel n'est nul autre qu'Ulic Qel-Droma, un autre Jedi déchu. Lors du duel qui a lieu, l'esprit de Markaragnos intervient pour empêcher les deux adeptes de s'entretuer et pour désigner Exar comme le maître et Ulic comme son second, persuadé qu'il était qu'en associant leurs forces, il serait en mesure de conduire les Sith vers un nouvel âge d'or. En s'alliant avec le Kras, Exar met la main sur un monde du noyau profond, lui permettant de disposer d'un bastion particulièrement important et surtout à proximité du centre républicain. La croisade des deux anciens Jedi peut alors commencer. Qel-Droma, grâce à une arme de Naga Sadow, parvient à faire régner la terreur dans l'ensemble de la galaxie. Mais pour en prendre le contrôle définitif, et mieux encore pour renverser les Jedi, il leur faudrait une plus grande armée. Il commence donc par conclure un pacte de non-agression avec les Hutt, ce qui oblige la République à intervenir pour s'en prendre à ce nouvel ennemi. Et pire encore, Ulic parvient à vaincre le seigneur mandalorien surnommé l'Indomptable dans un duel, ce qui lui permet d'obtenir l'allégeance du guerrier ainsi que de l'ensemble de ses soldats. Désormais parés, les flottes Sith et mandaloriennes peuvent s'en prendre au chantier naval de la République, leur permettant ainsi de mettre la main sur de précieux navires qui viennent renforcer leur propre flotte. Exar, de son côté, se charge de pervertir l'ordre Jedi en convoquant auprès de lui nombre de ses anciens camarades qu'il forme aux arts obscurs. C'est la naissance de la confrérie des Sith, qui sous le contrôle exclusif d'Exar Kun est chargée d'éliminer autant de Jedi que possible à travers l'ensemble de la galaxie. La réussite des deux Sith dans leur croisade attire logiquement l'attention d'opportunistes tels que des mercenaires ou des chasseurs de primes qui espèrent bien pouvoir empocher une part du butin. C'est par exemple le cas de l'ordre Mekrosa qui décide de soutenir financièrement l'Empire ainsi que de contribuer à l'effort de guerre en offrant les talents de nombre de leurs assassins à Exar Kun. À ce moment-là, tout semble indiquer une victoire prochaine de l'Empire. Malheureusement, lors de la bataille de Coruscant, les premiers signaux d'un éventuel effondrement font leur apparition. En effet, des tensions internes commencent à se faire entendre, et Ulic ainsi que les Mandaloriens avaient décidé de se lancer dans un assaut frontal de la capitale contre l'avis d'Exar Kun. Finalement, et suite à la trahison de Qel-Droma qui rejoint à nouveau les Jedi, un immense assaut républicain frappe le cœur de l'Empire Sith sur Yavin 4, où le Seigneur Noir des Sith tente bien de mettre en pratique un ultime rituel pour se défaire de ses ennemis, et par là même pour devenir quelque chose de plus terrifiant encore, mais il en est empêché de peu par les Jedi, qui le condamnent à errer éternellement dans les ruines des temples de la planète. Concernant leurs alliés, il ne faut que peu de temps à la République pour qu'elle ne les réduise à néant, étant donné que leur débâcle les pousse à se replier sur eux-mêmes. L'empire de Revan et Malak. Quelques dizaines d'années plus tard, c'est au tour du successeur de l'Indomptable de faire régner la terreur en conduisant la galaxie dans une nouvelle période d'obscurité. On parle alors des guerres mandaloriennes. La République peine alors à trouver les forces suffisantes pour faire face à des adversaires si redoutables, et les Jedi, quant à eux, estiment qu'il n'est pas de leur devoir de prendre le rôle de guerrier. Surtout après avoir vécu les basculements d'Ulic Qel-Droma et d'Exar Kun qui révèlent un vrai traumatisme. Mais tout cela n'empêche pas un jeune Jedi de se révolter et de décider, contre l'avis du Conseil, de partir en guerre. Celui-ci se nomme Revan et ses soutiens décident de prendre le nom de revanchistes. Grâce à eux, les forces républicaines repartent de l'avant et parviennent à tenir tête à leurs ennemis.
Revan et son acolyte le plus fidèle, un dénommé Alec, parviennent même à combattre les Mandaloriens lors d'une ultime bataille sur Malachor 5, où le leader Jedi se jette dans un duel avec le seigneur mandalorien, qui, une fois tombé, lui révèle dans un ultime soupir qu'il avait été manipulé par un Sith. Terrifiés par cette nouvelle, et malgré la récente victoire, Revan et Alec se précipitent à la recherche de ce nouvel ennemi, qu'ils finissent par trouver reclus sur Dromund-Kaas. C'est ainsi qu'ils font la découverte de l'empereur Sith, un être mystérieux dont nous reparlerons plus tard, mais qui s'avère si puissant qu'il parvient à faire basculer les deux Jedi du côté obscur de la Force. De retour dans l'espace connu, les deux hommes se mettent en quête d'une ancienne station de combat ayant appartenu au Rakata, la Forge Stellaire, une station capable de s'alimenter en énergie en aspirant des étoiles, lui permettant ainsi de forger ses propres flottes de combat. En faisant leur retour munis d'une nouvelle flotte, il ne faut pas longtemps pour que leurs anciens soldats ne répondent à l'appel des nouveaux seigneurs Sith. Ce fut notamment le cas de l'amiral Saul Karat, l'un des plus brillants officiers de sa génération. Pour les autres, il était logique de rejoindre leur camp. Après tout, c'était eux qui avaient pris leur parti lors des guerres mandaloriennes, et non pas les Jedi de Coruscant ou de Dantooine qui étaient bien restés reclus à l'abri dans leur temple. Avec le talent de stratège de Revan et l'armada conséquente et inépuisable fournie par la Forge Stellaire, le nouvel Empire Sith était inarrêtable. Et il ne faut pas longtemps avant que l'une des plus grandes sociétés de l'époque, la célèbre corporation Tsirka, ne s'associe à eux. Alors que la République était sur le point de tomber, les Jedi se lancent dans une ultime tentative dans laquelle ils vont jouer leur survie. Un escadron d'assaut est monté dans l'objectif d'infiltrer le croiseur amiral de Revan afin de le mettre hors d'état de nuire. La prometteuse Bastila Shan est logiquement désignée comme meneuse de l'assaut. Mais alors qu'elle atteint le pont du navire, celui-ci est pris pour cible par le croiseur de Malak, l'apprenti de Revan, qui profite de cette occasion inespérée pour se défaire de son maître et prendre ainsi le contrôle de l'Empire. Revan, quant à lui, est grièvement blessé et sa mémoire effacée par les Jedi. Désormais seul meneur de l'Empire, Malak poursuit l'œuvre de son maître et étend toujours plus les frontières de son empire. Mais ses méthodes diffèrent complètement de celles de Revan. Là où ce dernier faisait en sorte de préserver les structures importantes de toute forme de destruction, bien conscient qu'ils en auraient besoin une fois la guerre terminée, Malak de son côté décide de mener une guerre brutale et totale pour annihiler le plus rapidement possible ses ennemis. Conscient que la principale menace pour son trône était Bastila Shan, il envoie également un nombre conséquent de ses troupes à sa recherche sur Taris, mais face à leur incompétence et à la fuite de ces dernières en compagnie de Revan, il fait ordonner la destruction pure et simple de la planète. Les Jedi, de leur côté, mènent une campagne de recherche pour mettre la main sur la position exacte de la Forge Stellaire, ce qu'ils parviennent à faire avant de lancer un assaut sur celle-ci, au cours duquel Malak est vaincu par son ancien maître, ce qui met fin à ce nouvel empire. Le Triumvirat Sith. Malgré la victoire, les Jedi ne sont pas parvenus à détruire l'ensemble des troupes ennemies. Certains seigneurs noirs ont ainsi pu fonder leur propre armée avant de se rassembler sous la bannière du Triumvirat Sith, composé par Dark Traya, Dark Nihilus et Dark Sion. Pour autant, cet empire était bien différent de ses prédécesseurs, puisque les membres le composant, en dehors de Traya, n'avaient pas vraiment de réelle vision à long terme. Sion souhaitait exclusivement détruire les Jedi par-dessus tout, tandis que Nihilus, de son côté, était progressivement submergé par sa faim insatiable. Et pire encore, lorsque ceux-ci parviennent à unir leurs forces pour conspirer contre leur égal, Traya, afin de rompre son lien avec la Force. Cela fait, les deux Sith poursuivent leur chemin, et Sion rencontre un tel succès dans son désir de carnage des Jedi, que ceux-ci sont obligés de vivre cachés sur de nombreux mondes pour tenter de survivre et d'échapper aux assassins qu'il envoie à leur rencontre. Néanmoins, Traya a de son côté pu former une nouvelle élève dans la Force, qui parvient progressivement à renverser le plan des Sith et à détruire les fragiles fondements de leur empire avant de se retourner contre Traya lorsque celle-ci se révélera sous sa facette de Seigneur Sith. L'Empire Sith est l'Empire éternel. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, Revan et Malak étaient conscients qu'un autre Empire Sith était en train de se constituer autour de Dromund-Kaas et que celui-ci représentait une véritable menace pour la République et pour les Jedi. Celui-ci est dirigé par un seigneur nommé Vitiat, et ce depuis des millénaires.
En effet, à l'époque où Nagasado décide de s'attaquer à la République Galactique, Vityat est le seigneur de la planète Nathema, et conscient que Sado les dirige tout droit vers un désastre, il se place comme prophète de son peuple lorsqu'il redécouvre la planète Dromunkas. Il convoque alors pas moins de 8000 seigneurs Sith qui comptent bien rallier leurs forces aux siennes. Cependant, le plan de Vityat consistait simplement à emmagasiner le pouvoir de chacun de ces êtres en lui-même, et dès lors, et une fois le rituel accompli, il ne restait plus rien de Nathema, si ce n'est Vityat, désormais immortel. Depuis sa nouvelle capitale de Dromunkas, l'empereur Sith peut œuvrer à la reconstruction de son empire. Pour cela, il commence par façonner les institutions de son organisation. Celle-ci serait régie par le Conseil Noir, un groupe de 12 Sith sélectionnés par l'empereur qui œuvrerait à régir leur territoire et à préparer leurs troupes à un assaut qui aurait lieu dans plusieurs siècles. Lorsque l'heure fut venue, c'est une immense flotte qui peut se déverser sur l'ensemble des points capitaux de la galaxie, à commencer par Korriban, le berceau des Sith, qui est rapidement reconquis par les forces de Dark Malgus. Celui-ci peut ensuite mener de nombreuses campagnes, notamment sur Alderaan, mais son fait d'armes le plus impressionnant est certainement le pillage de la capitale républicaine, ainsi que le sac du temple Jedi de Coruscant. Malgus porte ainsi un coup fatal à leurs rivaux, et pourtant c'est à ce moment précis que l'Empire décide de conclure une trêve avec la République et qu'un traité de paix est signé. Un accord qui ne sera jamais accepté par Malgus, qui en viendra même à faire sécession et à bâtir son propre empire pour mener la guerre contre les Jedi comme lui seul pouvait la mener. Malheureusement pour lui, sa tentative échoua et du côté de l'empereur, celui-ci est vaincu par un puissant chevalier Jedi. Pour autant, Vityat œuvrait depuis longtemps à l'un de ses nombreux autres projets secrets, à commencer par celui de l'Empire éternel. En effet, cela faisait des années que l'empereur s'était emparé du corps d'un dénommé Valkorion, un guerrier de Zakel, qu'il parvient à faire devenir empereur éternel de son peuple. Désormais, le Sith disposait d'une force de frappe bien supérieure à celle qu'il avait façonnée du côté des Sith, et grâce au talent de ses enfants, il allait pouvoir lancer une immense campagne de conquête sur les territoires respectifs des Jedi et des Sith, qui ne sont jamais en mesure de riposter face à un ennemi qui leur est si supérieur. Néanmoins, des années plus tard, et grâce à l'alliance de toutes les personnes s'étant déjà trouvées sur le chemin de l'Empereur Sith, celui-ci peut définitivement être vaincu et son esprit être effacé de la surface du monde. De son côté, l'Empire Sith est très loin d'être détruit, mais se retrouve dans une profonde crise de succession. Aucun seigneur ne semblant être en mesure d'avoir les compétences requises pour les mener dans un conflit de grande ampleur. Les nouvelles guerres Sith. Bien des siècles plus tard, aux alentours de l'an-2000, les Sith étaient considérés comme définitivement disparus. Pourtant, ceux-ci font leur retour suite aux machinations du maître Jedi Fanius, qui l'ont mené à emprunter la voie des Sith et du côté obscur. Devenu Dark Ruin, il se met à la recherche d'éventuels soutiens du côté obscur qu'il pourrait trouver afin de devenir leur maître et de fonder un nouvel empire. Par là même, il trouve de nouveaux soutiens chez les Jedi qui décident de prendre son parti, ce qui déclenche un nouveau conflit nommé les Nouvelles Guerres Sith. Mais Ruin, de son côté, sera trahi par certains de ses élèves qui s'uniront pour l'assassiner, ce qui conduit à une intense période d'instabilité alors que la galaxie tout entière est en proie aux flammes de la guerre. Dans le millénaire qui suit, ce sont tout un tas de seigneurs noirs qui se succèdent pour tenter de renverser la République et les Jedi, mais sans réel succès. Bien que les Sith parviennent malgré tout à consolider leur propre territoire au fil du temps, si bien que la bordure extérieure était souvent considérée comme faisant partie intégrante de leur empire. Finalement, ce n'est qu'aux alentours de l'an-1100 qu'une ère nouvelle se présente aux Sith, lorsqu'un chevalier Jedi nommé Skirkan rejoint leur camp et se décide à reformer de fond en comble leur empire, en le transformant notamment en une confrérie afin d'unir l'ensemble de leurs forces sous la même bannière. Là où certains seigneurs préféraient jusque-là s'accaparer de certains territoires pour leur seul compte. Et après avoir rassemblé quelques fidèles derrière lui, Khan se lance à la conquête des territoires occupés d'abord par les seigneurs de guerre Sith pour pouvoir imposer sa vision de l'Empire à tous les siens, ce qu'il parvient à faire en à peine quelques mois. On parle alors de l'émergence d'une nouvelle doctrine, celle de la gouvernance du plus fort. Malheureusement pour Khan, cette doctrine ne fera pas long feu, car lorsque vient l'ascension du Seigneur Bane, celui-ci est le premier depuis des années à revendiquer le titre de Dark, et en s'inspirant des anciens Sith de légende tels que Revan,
il imagine une nouvelle vision pour les Sith, celle de la règle des deux. Il était inutile et même contre-productif que les Sith soient particulièrement nombreux, car de par leur nature, ils passeraient plus de temps à se battre les uns contre les autres plutôt que d'affronter les Jedi. Et par là même, cette doctrine dépassée ne pouvait qu'inciter les faibles à tenter de s'unir pour se défaire du plus fort, ce qui, à terme, ne pouvait que les affaiblir. Dès lors, lorsque le conflit atteint son paroxysme sur Roseanne, Bane manipule Khan pour lui faire utiliser la bombe psychique contre les Jedi, un acte qui provoque le trépas des derniers seigneurs noirs des Sith, avant que Bane ne se lance dans l'éducation de son propre élève, en mettant ainsi en place sa nouvelle vision. L'Empire de Palpatine. Finalement, grâce à la règle des deux dont la stratégie s'étale tout de même sur près d'un millénaire, la doctrine de Dark Bane finit enfin par porter ses fruits avec le règne de l'empereur Palpatine. Après avoir plongé la galaxie dans un conflit monté de toutes pièces, il peut enfin se révéler au grand jour et obtenir la vengeance tant attendue contre les chevaliers Jedi qu'il fait pour ainsi dire disparaître de l'existence et des livres d'histoire. Le règne des Sith peut enfin débuter. Le premier acte de Palpatine est d'officialiser le nouveau statut des Jedi. Après avoir entamé leur purge, grâce aux soldats clones, il les déclare comme des traîtres, ayant tenté de renverser la République, et dès lors, les survivants n'ont pas d'autre choix que de se faire le plus discret possible. Avec ce changement de régime, ce sont toutes les anciennes institutions de la République qui sont modifiées, à un tel point que certaines deviennent pour ainsi dire méconnaissables. Et par-dessus tout, ce sont les dénominations qui changent afin de glorifier le nouvel empire, si bien que l'on aurait du mal à croire qu'une république ait jamais pu exister auparavant. Mais comme tout changement de régime, celui-ci ne se fait pas sans heurts. Palpatine rencontre de nombreux adversaires, des anciens républicains qui refusent la nouvelle dictature, ou bien encore d'anciens séparatistes. Mais peu importe, la réponse de l'empereur est toujours la même, il faut purger la résistance. Pour autant, l'Empire n'était pas exclusivement un symbole d'oppression. L'ordre apporté par celui-ci avait par exemple permis de libérer certains mondes de l'influence de résistants séparatistes ou d'autres types de pirates, un changement bienvenu du point de vue de la population. Et il ne faut pas longtemps pour que l'Empire s'étende sur la quasi-totalité de l'espace galactique connu. À son apogée, on dénombre pas moins d'1,5 million de mondes sous son emprise, et l'empereur envoie même son subordonné, le grand amiral Thrawn, dans les régions inconnues, afin d'y établir un nouvel empire parallèle au sien, mais avant toute chose, celui-ci serait secret, afin de se préparer à une éventuelle invasion de la galaxie par des envahisseurs redoutés. Cet empire se distingue dans un premier temps par la mise en avant d'une suprématie humaine, quelque chose avec laquelle Palpatine n'était pas forcément en phase, mais qui servait l'ensemble de ses plans. L'humanité étant l'espèce la plus représentée au sein de la galaxie, il était plus facile de jouer sur la corde de la peur de ce qui était différent pour unifier ses troupes. Par là même, toute la période de prospérité de l'Empire est marquée par la recherche et le développement technologique de nouvelles armes, des projets Dark Trooper aux terribles étoiles de la mort. Plus les années passent, et plus le pouvoir de Palpatine augmente, mais l'effet est similaire du côté de la Résistance, qui elle aussi s'intensifie. Sous l'impulsion de sénateurs tels que Mon Mothma ou Bail Organa, une alliance rebelle est fondée, permettant à tous les opprimés le souhaitant de rejoindre leur rang pour combattre les armées de Stormtroopers de l'Empereur. Finalement, celui-ci finit par être trahi par son élève, le Seigneur Noir Dark Vador, après que celui-ci ait fait le choix de protéger son fils, Luke Skywalker, de la foudre de Dark Sidious. Suite à la bataille d'Endor, l'Empire ne détient plus que 50% de son ancien territoire. La faute à la fracture de leur organisation et à la défection de nombreux officiers qui fondent leur propre royaume. Le seigneur Zinj, par exemple, détenait à lui seul pas moins d'un tiers de l'ancien territoire impérial qu'il dirigeait depuis son super Star Destroyer, l'Iron Fist. Lors du retour de l'empereur en l'an 10 après la bataille de Yavin, l'Empire dispose d'au moins une bonne moitié de ses anciens territoires. Mais dès le trépas définitif du Seigneur Noir des Sith, il ne faut que peu de temps pour que l'Alliance, devenue la Nouvelle République, ne s'empare à nouveau des territoires impériaux. L'Empire du Sith unique. Un siècle plus tard, la situation géopolitique générale est assez troublante. La galaxie est toujours partagée entre deux grandes factions qui vivent dans une paix relative. L'empire de Rohan Fel, un descendant supposé de Han et de Leia,
et l'Alliance Galactique, qui était auparavant nommée la Nouvelle République. Mais après un siècle de paix, la guerre éclate de nouveau. En effet, dans le plus grand secret, un nouvel ordre de Sith a été fondé par un ancien Jedi, reclus depuis des années sur Korriban, où il a pu prendre le temps de concevoir une nouvelle doctrine, celle du Sith unique. Celui-ci utilise donc ses adeptes pour saboter un projet de reconstruction des Jedi, ce qui pousse la population à se retourner contre eux une nouvelle fois. Toute la galaxie s'enflamme alors en quelques semaines seulement. L'Alliance est donc affaiblie et l'Empire profite de cette occasion pour s'accaparer des mondes souhaitant faire sécession. Il ne faut pas longtemps pour que le Conseil des Moff n'oblige l'Empereur à s'allier à l'ordre Sith de Darkreign, ce qui déclenche la guerre Sith impériale, au cours de laquelle l'Alliance Galactique s'effondre complètement et que tous ces mondes reviennent logiquement à l'Empire Galactique, sauf quelques-uns qui rentrent aussitôt en résistance. Les Jedi sont également appelés à baisser les armes, ce que certains font avant de rejoindre les rangs des chevaliers impériaux, les gardes du corps personnel de l'empereur Juan Fel. Après cette victoire, et comme on pouvait s'en douter, les Sith se retournent contre leurs nouveaux alliés et s'emparent du trône impérial. Dès lors, Juan Fel entre également en résistance après avoir échappé de peu à une tentative d'assassinat. L'Empire est donc divisé entre ceux qui font le choix de la loyauté vis-à-vis de Juan Fel et ceux qui font le choix du camp des Sith et du nouvel empereur, Darkreign. Celui-ci orchestre donc une nouvelle purge de l'ordre Jedi et met en place un véritable régime de terreur, n'hésitant pas à commettre de nombreux massacres contre les peuples qui refusent de se soumettre ou qui apportent leur soutien aux résistants. Les Mon Calamari en ont par exemple payé les frais. Le régime général de cet empire se rapprochait donc nettement plus de celui de Palpatine, là où celui de Juan Fel était beaucoup plus bienveillant et pacifique. Mais malgré les nombreuses tentatives de Krayt et de ses sbires pour terrasser le dernier héritier des Skywalker, celui-ci parviendra au terme d'un intense duel à éliminer l'ultime grand seigneur noir des Sith de l'histoire. Sur ce, je pense que j'en ai assez dit. J'espère que cette grosse vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je pense qu'il pourrait être intéressant dans un avenir plus ou moins proche d'étudier en profondeur le fonctionnement de ces empires, et plus particulièrement de celui de Palpatine. Et oui, c'est forcément le plus complet. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. De mon côté, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit ici ou sur Tipeee. C'est grâce à vos dons que je peux et que j'ai envie de produire toujours plus de contenu de qualité. Quoi qu'il en soit, nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et d'autres analyses. C'était Absolute et que la force soit avec vous. À la prochaine. Ciao.
Tu te souviens peut-être du temps ou un film? Je vais juste prendre ma douche. Voilà, juste pour prévenir. Finalement, je te repréviens, je dois faire mon lit, j'ai oublié.